Bonjour Pierre. On ne va rien faire de faux comme souvent à la télé aujourd'hui. Je te vois donc dans le cadre de mon livre-film. Son titre, Risque de chance, traduction littérale de l'idéogramme chinois du mot crise. Risque, opportunité, danger, opportunité. Sa vocation, aider à faire naître celle des autres. Le cœur de son message, rien ne peut empêcher ta contribution au monde, mais quelle est-elle? Le sais-tu? Son histoire, ça sera la mienne et les vôtres partagées en résilience, et ses thématiques ouvertes et portées par chaque personnalité très différente. Alors, ma première question, Pierre, c'est dans ton parcours de jeune homme, de très jeune entrepreneur, engagé pour l'accessibilité de l'éducation à tous, peux-tu me dire, s'il te plaît, quel est le plus beau risque dans la vie? Je donnais à fond pour une mission, pour les autres en fait. C'est-à-dire, dans mon cas, la mission, c'est rendre l'éducation accessible. Et c'est avec Mathieu, qui est mon associé, on y a consacré la majeure partie de notre vie maintenant. Et tu te donnes pleinement à ça, et tu sais que tu te fais mal et tu t'épuises parfois, mais il y a une sorte d'engagement qui est quasi immuable, qui fait que tu continues et tu arrives à surmonter les difficultés. Donc, cette mission et cette raison d'être, maintenant qu'on arrive à exprimer comme ça, évidemment, quand on a commencé, on était très jeune, on n'arrivait pas à l'exprimer aussi clairement. C'est un peu c'est le cœur du sujet. C'est ce que toi-même tu dis. Quel est ton sens, quelle est ta mission entre guillemets dans la vie. À partir du moment où tu l'as bien déterminé, tu es capable de prendre des risques importants pour arriver là. Et alors, sur cet exemple vécu de ce beau risque d'offrir l'éducation à tous, comment l'as-tu vécu et qu'est-ce qui était vraiment important pour toi, voire plus grand que toi? Ce qui est plus grand que nous, franchement, notre projet, tous les quelques années, il est devenu beaucoup plus grand que nous, entre guillemets, et plus grand que ce que l'on voit être possible, hein. Ça, c'est intéressant aussi, c'est que quand tu viens d'un environnement social, tu as forcément des limites et des frontières qui sont propres à ton environnement social. C'est-à-dire que tu te dis, moi je suis là, je peux aller à la case d'après, je peux aller à la case peut-être encore d'après, mais après tu ne vois même plus ce qu'il est possible, ce qui existe de faire. Moi je fais pas mal de montagne aussi, on dit en montagne, on voit toujours le sommet qui est devant nous, mais on voit pas les suivants. Et pourtant ils sont beaucoup plus hauts. Hem et ça, c'est très vrai, aussi du coup, dans le business. Moi, je l'ai vécu, pas mal de fois. D'ailleurs, quand j'ai commencé, on se disait: «Tiens, si on arrivait à former, X, centaines de personnes, ça serait le bout de l'aventure, en fait. C'est fini après». Et puis quand tu arrives là, tu te dis: «Bah, en fait, on peut faire quelques milliers, puis après quelques dizaines de milliers, et puis maintenant on en forme des millions», et à aucun moment on aurait pu même imaginer que c'était possible, au tout début. Donc, ça, je pense, c'est faire partie, de quelque chose qui, te dépasse complètement, à la fin. Et alors justement, à propos du dépassement, quelle est toi, Pierre, ta contribution au monde, ta mission, ta vocation? C'est une bonne question. Écoute, moi, je je pense que j'essaie, de contribuer à des projets clairement, d'impact, hem et à essayer de faire des choses qui sont, difficiles, hem et à impact positif, qu'il soit, social, sociétal ou environnemental. Donc c'est des sujets qui me sont assez à cœur. Hem et j'ai, acquis des compétences, en fait, qui me permettent de faire des choses que qui sont réputées être impossibles ou réputées être difficiles, et de le faire, à une large échelle. Voilà. Donc ma recherche, c'est, comment je peux mettre à contribution mes compétences, mon savoir-faire, ma puissance de travail, de calcul,
pour avoir un impact positif. Donc ça commence, tu vois, sur l'éducation. Ça, c'est clair que j'aurais pas mal contribué aussi quand même là-dessus. Mais c'est des sujets comme l'environnement ou le changement climatique qui m'intéressent aussi pas mal. Qu'est-ce que tu reconnais en toi-même, par toi-même, qui te donne le goût de vivre? Tu me poses des questions hyper dures là. J'en ai déjà entendu une. Ouais, non, je dirais, bon, il y en a plusieurs. Ce qui te fait, ce qui te fait tenir, enfin, ce qui me fait tenir plus précisément, c'est l'impact que tu as sur les gens. Ça, c'est clair. Quand c'est dur et quand tu te dis, «On n'y arrivera jamais» ou quand tu te prends, des pots de banane, tu glisses dessus allègrement, tu te dis quand même, le lendemain, je continue à me lever le matin parce que ça change la vie des gens et que tu as des témoignages incroyables, tu as des histoires où tu te dis: «Bon, c'est vraiment utile» et c'est des gens qu'on a qu'auraient pas eu ces opportunités sinon. Ça, je le crois assez sincèrement. Donc ça aide à tenir. Moi, ce qui me plaît, intrinsèquement, c'est de faire, c'est-à-dire de créer, voilà, de créer des choses nouvelles, d'inventer des choses qui n'existent pas, de décomplexifier des choses, très complexes, en petits morceaux et puis à la fin, c'est des petits problèmes et on résout les problèmes un par un et puis à la fin, ça fait quelque chose de très gros et très pareil, très compliqué. Donc ça, c'est des choses qui sont assez motivantes pour moi. Voilà et c'est un mix assez intéressant. Moi, j'ai une formation d'ingénieur, donc je suis plutôt avec une formation et une expérience et puis un état, de pensée, scientifique, on va dire, hein, technique. Mais la croisée des chemins entre ça et une démarche beaucoup plus, humaine, sociale, voire politique et elle est intéressante parce que, tu combines, l'humain, c'est tout l'inverse de la entre guillemets «de la science» quoi. C'est pas ou des mathématiques quoi. Il y a pas de recette de cuisine pour te faire, réussir, n'importe quel projet, humain, humaniste, de management, des choses comme ça et il faut composer, entre les 2 modes de pensée. Une mode de pensée très technique, très scientifique, très mathématique, très logique et un mode de pensée, beaucoup plus humain, beaucoup plus malléable, beaucoup plus volatile, beaucoup plus, gris finalement avec plein de nuances de gris et beaucoup moins binaire. Face aux difficiles, n'est-ce pas souvent en s'ouvrant à toute autre chose que les solutions naissent? Bien sûr, ça c'est clair, et je vais l'illustrer dans 2 façons. La 1re, c'est que, hem, dans beaucoup de fois où j'ai rencontré vraiment des très gros problèmes, où j'étais bloqué, la solution, elle vient dans un tout autre contexte. C'est pas quand tu es, sur ton bureau avec ta feuille de papier, ton crayon, ton ordinateur, ton téléphone et compagnie et que tu planches sur le problème que tu as l'idée. C'est dans un tout autre contexte. Tu es en train de faire tes courses, tu es en train de faire du sport, tu es en train de parler avec des amis, tu es en train de voir une scène de théâtre, tu es en train de faire autre chose et c'est là que, et moi ça m'est arrivé pas mal de fois, c'est là que ça connecte. Euh, et le deuxième exemple, c'est que j'essaie aussi euh, de m'inspirer beaucoup d'autres secteurs. Enfin, moi, mon secteur, c'est le secteur de l'éducation, c'est le secteur de la technologie aussi, des startups. Donc, je connais bien ça et je connais plein de monde là-dedans et je peux encore évidemment apprendre encore plein de choses là-dedans, mais globalement, ça reste quand même assez incrémental dans le sens où, grosso modo, j'ai pas non plus des énormes révélations d'une semaine à l'autre maintenant parce que je commence à quand même pas mal connaître le sujet. Mais autant dans d'autres domaines, c'est le cas, quoi. Dans d'autres domaines, il y a des pans entiers où aucune idée et puis là, d'un coup, tu te prends
une vague où tu dis waouh, il y a tout ça qui existe, tu rencontres des gens incroyables qui font des choses, qui ont des métiers, des compétences, qui ont des projets dont tu n'avais même pas idée que ça existait. Et ça te fait réfléchir, ça te fait prendre du recul et ça te fait avoir aussi des idées. Et tu te dis, mais en fait, ça n'a rien à voir, mais telle partie, tel angle, telle idée, peut-être que je peux la réappliquer dans mon propre domaine, dans mon propre projet. Peut-être que ça peut me servir à résoudre tel problème auquel je suis confronté aujourd'hui. Donc ça arrive ouais, assez fréquemment. Je pense qu'il y a plein de choses qu'on a complètement inventées qui sont maintenant données comme étant, voilà, ça a été une super idée, etc., etc. Et en fait, je sais t'expliquer précisément, souvent, d'où elles viennent. C'est-à-dire que c'est une combinaison et un mélange de choses qui viennent de plein d'endroits différents, qui ont été changés, paramétrés, repackagés, etc., etc. Et à la fin, ça donne ça. Mais finalement, je ne sais pas si on est si créatif que ça quand on dit ça, parce que finalement, tu as l'impression de copier beaucoup de choses et puis d'adapter un peu, quoi. Mais la vraie idée de génie pure qui sort de nulle part, ouais, enfin, personnellement, j'en ai pas eu beaucoup, beaucoup, quoi. Est-ce un risque de chance de révolutionner la pédagogie des 11 ans avec un pote? Ouais, totalement. En fait, à l'époque, évidemment, on n'avait absolument aucune idée que ça arriverait jusque ce qu'on est aujourd'hui. Donc c'était une chance, mais on ne savait pas encore. On l'a appris après. C'était une chance parce qu'on a commencé très jeune et donc quand tu es très jeune, tu as pas vraiment conscience de ce que tu fais. Ça enlève la notion du risque aussi. Tu as pas forcément peur. Peur de quoi? Tu sais même pas dans quoi tu te lances. Donc comme ça, c'est réglé. Et puis, c'est vrai que t'as pas de famille, d'enfants, de crédit, d'emprunt remboursé, tu sais pas quoi. Donc finalement, ça reste très simple et ça part du besoin, ça part de l'envie pure qui est pas mercantile, qui est pas professionnelle, qui est pas carriériste, qui est une envie pure d'aider les gens. Et tu te dis, bah tiens, je vais essayer de faire ça. Euh, et en même temps, je pense que c'était un risque parce que euh, on était hyper jeunes, on n'y connaissait rien sur rien et on a fait toutes les erreurs du monde possibles et inimaginables dans cette aventure entrepreneuriale. C'est vrai que rétrospectivement, quand je regarde ce qu'on a fait à certains moments euh, dans le passé, je me dis mais qu'est-ce qu'on était mauvais quoi. On était vraiment, on avait aucune idée de ce qu'on faisait. C'est un miracle qu'on soit arrivé là. C'est un peu comme ça que je peux voir. Et il est probable que ce que je fais aujourd'hui, dans 5 ans, je me dise, mais j'avais vraiment aucune idée de de ce que je faisais aujourd'hui même. Mmh. Euh, donc ouais, c'est une risque, enfin, d'un certain, sous un certain angle de vue, l'ignorance a été aussi une chance pour nous. Je pense que si on savait complètement, on l'aurait pas forcément fait. Est-ce un risque de chance d'être une entreprise à mission qui met la technologie au service de l'éducation accessible à tous avec une pédagogie par compétences jusqu'à délivrer des diplômes reconnus par l'État, faire engager les étudiants dès le début de la formation et rembourser ceux qui ne trouvent pas de job après la formation? Je pense que la technologie là-dedans, elle est clé parce qu'elle permet de passer à l'échelle, en fait. Elle permet de faire des choses que tu pourrais faire dans une salle de classe à 10 personnes. Bah, on arrive à le faire sur des milliers, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions de personnes. Chose qui serait très compliqué de faire sans technologie. Elle permet d'individualiser aussi énormément, chose qui est assez difficile à faire à la main sans techno. Et elle permet aussi de réduire les coûts, en fait. Et en réduisant les coûts, avec les mêmes ressources, on touche plus de gens.
Donc ça, c'est assez basique, mais une méthode qui coûte moins cher, ça permet de toucher plus de gens, ça permet de toucher des gens qui sont dans des pays émergents, qui n'ont pas le même pouvoir d'achat, etc., etc. Donc ça, c'est une vraie chance de l'avoir. Et après, en même temps, c'est aussi une difficulté dans le sens où ça n'a jamais été fait. On a eu des freins aussi législatifs. Par exemple, faire un diplôme en ligne il y a 7 ans en France, c'était illégal. Tu ne pouvais pas délivrer de diplôme via des formations entièrement à distance. C'était la loi. Donc là, c'est plutôt une menace en l'occurrence parce que tu peux pas délivrer en ligne, c'est illégal. Donc il a fallu aussi faire en sorte que la vue et la culture de l'administration, du législateur change vis-à-vis de l'utilisation de la technologie dans l'éducation. Tu l'as évoqué au départ. Est-ce un risque de chance d'arpenter la montagne? Plutôt, oui. C'est une chance de faire des belles rencontres, c'est une chance de voir des beaux paysages, de se dépasser, d'avoir des expériences incroyables. Euh, En montagne, moi, je fais du ski de rando, ski en repiste, je fais de l'alpinisme, de l'escalade, enfin, je fais pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il y a des moments où tu te dépasses assez fondamentalement, tu peux avoir peur et en même temps, tu peux, 30 minutes après, être dans un moment de sorte de grâce avec t'es face à un lever de soleil, t'es seul au monde, c'est génial, quoi. Donc, tu as des émotions assez fortes. Et en même temps, il y a clairement un risque. Il y a des risques objectifs. La montagne, c'est dangereux. La montagne, c'est plus fort que toi à la fin. Si elle a envie de t'emporter, elle t'emportera. Et donc, ça t'oblige à rester assez humble. C'est aussi quelque chose qui souvent se fait en duo, ou en une cordée, mais tu es souvent rattaché littéralement à une personne. Et donc, la notion de se donner à l'autre et vice-versa, ça, littéralement, tu as la vie de quelqu'un entre tes mains par l'intermédiaire d'une corde. Ça, c'est aussi des, des valeurs quand même assez fortes. Donc, ouais, j'aime beaucoup la montagne parce que c'est un peu il y a des parallèles assez intéressants entre la montagne et l'entrepreneuriat. Est-ce un risque de chance d'avoir envie d'apprendre? Bah, je pense qu'on a tous envie d'apprendre déjà. Je pense que ça n'existe pas, les gens qui n'ont pas envie d'apprendre, c'est juste de quelle façon et quoi. C'est ça la grande question, mais on est tous intéressés par quelque chose et des fois, ça a été mis dans un tout petit coin, dans une toute petite boîte qui a été refermée. On a l'impression que c'est plus là, mais on a tous des choses qui nous passionnent plus, des choses qui nous intéressent, des choses qui sont certes pas forcément et souvent pas scolaires. C'est pas les mathématiques, l'histoire géo, la SVT, je sais pas quoi. Mais on a tous quelque chose qui nous excite, qui nous fait kiffer. Donc, bien sûr, c'est une chance que de pouvoir s'investir dans un domaine et devenir euh, voilà, se cultiver sur ce domaine-là, devenir le plus fort, le plus je sais pas quoi, enfin, de devenir un ou une experte de ce domaine-là, de sport, de cet art, de je sais pas quoi. Et en même temps, c'est aussi s'exposer parce que apprendre, c'est aussi reconnaître que tu ne sais pas. Donc, ça veut dire que tu te mets dans une position forcément d'humilité. Parce que si tu ne savais, tu n'aurais pas besoin d'apprendre finalement. Donc, ça veut dire réussir à dire je ne sais pas, je dois apprendre encore des choses, des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et donc, il y a un risque de s'exposer parce qu'en disant je ne sais pas, on peut paraître stupide, on peut avoir peur, donc on prend aussi un risque. Ouais. Est-ce un risque de chance d'être sincère? J'aurais tendance à dire non, il n'y a pas beaucoup de risques, c'est une chance, mais, mais ça serait quasi provoque. Mais
Non, bien sûr, il y a un risque quand tu es sincère, c'est pareil, tu t'exposes, quoi, hein. Tu exposes, tes sentiments profonds, ton réel, soi, ta réelle personne, et donc tu peux paraître idiot, tu peux paraître naïf, heu, tu peux, brusquer, tu peux faire du mal, donc vis-à-vis de toi et vis-à-vis des autres, c'est prendre un risque. Maintenant, c'est une chance aussi parce que, je pense on apprécie tous, l'honnêteté, la franchise et on a envie tous d'avoir des gens qui nous entourent et qui nous mentent pas et qui nous donnent, qui nous disent ce qu'ils pensent vraiment. On n'aime pas se faire manipuler, donc c'est une chance qu'on donne aux autres aussi et c'est une chance que nous donnent les autres en étant sincères et en s'exposant, en étant, heu, je dirais, en s'exposant, on devient fragile face à l'autre. Donc, les autres qui s'exposent et nous-mêmes, ça devient une chance, enfin, qu'ils prennent ce risque, ça devient une chance qu'on les connaisse mieux et donc qu'on s'entende mieux avec eux, qu'on construise mieux, qu'on communique mieux aussi. Est-ce un risque de chance d'apprendre à réfléchir au monde d'après à l'occasion de la crise du coronavirus qui bouscule le monde d'avant? Ouais, bah, le coronavirus, c'est vrai que c'est c'est l'explosion de la menace et de l'opportunité. De la menace évidemment sanitaire, de la menace physique, hein, d'intégrité physique. Tu peux être malade, tu peux en mourir, tu peux perdre des proches. C'est une catastrophe sanitaire, humaine, c'est une catastrophe sociale aussi, hein, avec la crise économique qui en suit, qui elle-même a des conséquences sanitaires, hein, parce que quand les gens sont pauvres et ont plus d'argent, ont plus de boulot, et ben, ils se soignent moins, et, tout simplement, et donc bah, ils en meurent. La pauvreté, on en meurt. Donc les menaces, elles sont absolument évidentes. Mais c'est aussi des opportunités. C'est des opportunités d'accélérer, je pense, des changements qui étaient déjà en cours, du changement digital vers le online, par exemple. Bien sûr, l'école est fermée, bah, hop, on va en ligne. Le travail, on peut plus y aller, on fait du télétravail, etc., etc., le e-commerce, tout ça. Mais de façon encore plus profonde que le présentiel versus distanciel, comme on dit, en présence versus online, il y a, je pense, la notion de sens est hyper importante dans cette phase de transition. C'est que on le perçoit bien, même en parlant autour de soi, ses amis, sa famille, les gens dans la rue, etc. Tout le monde se dit, mais au fait, pourquoi je fais ce métier? Pourquoi, à quoi ça sert? Mmh. Quand on voit que bah, on valorisait franchement pas très bien nos soignants, les profs, etc. Et puis on est parents et quand tu te mets à faire le prof à la maison et que tu t'arraches les cheveux parce qu'en fait c'est quand même vraiment chaud, tu te dis en fait prof c'est un vrai métier quoi, hein. C'est difficile et ils doivent bien s'arracher les cheveux et eux ils le font tous les ans avec des dizaines et des dizaines de gamins ou d'étudiants. C'est donc on se met à reprendre pied sur une certaine réalité, de se dire que finalement il y a des métiers qui sont peut-être plus stratégiques et centraux dans nos sociétés et qui n'étaient pas aussi bien valorisés. Et à l'inverse, d'autres métiers où franchement ils ont arrêté de travailler pendant un mois, mais personnellement ça m'a pas empêché de dormir. Et peut-être que c'est des métiers. Moi j'ai des amis dont c'est le métier, quoi. C'est bullshit jobs où ils se disent, bah, en fait, après 2 mois, j'ai rien fait et personne s'en est vraiment rendu compte. Enfin, ça n'a changé absolument rien et ça, c'est aussi difficile. Donc je vois de plus en plus de réflexions autour de ça, savoir à la fois pour les individus, les organisations, les démocraties, qu'est-ce qui a du sens finalement? Où est-ce qu'on devrait, passer notre temps, notre énergie, nos ressources, notre argent? Pour peut-être que mieux se préparer à des crises, mieux accompagner la transition écologique
et prévenir la crise climatique qui s'amène à nous. Je pense que c'est des sujets de fond. Je ne sais pas encore si on va réussir quand même à complètement basculer, l'avenir nous le dira, mais en tout cas, il y a plus de discussions là-dessus et on le voit là en ce moment même, on est dans les énormes manifestations aux États-Unis et maintenant en Europe sur la discrimination raciale et les Noirs, George Floyd qui s'est fait tuer par un policier aux États-Unis. Euh, à la fois, on peut le voir comme quelque chose de très différent et très séparé du coronavirus, et en même temps, on peut voir quand même des choses liées. C'est un peu d'une certaine façon, le monde tel qu'on le connaît et toutes ses limites est confronté à des crises qu'on n'a pas connues à une telle ampleur jusqu'ici et qui s'accélèrent et qui sont en fait toutes un petit peu liées les unes aux autres. Qui es-tu comme magicien et que fais-tu en tant que magicien dans ce monde? Ouais, je dirais, ouais, ma magie, c'est de rendre des choses qui étaient dites impossibles possibles. Dans mon monde, qui est l'éducation, quoi. On a réussi à faire pas mal de choses qui, avant, n'étaient pas possibles et bah, maintenant, c'est possible. Et tout le monde te dira que maintenant, c'est possible, mais il y a 5 ans, bah non, c'était pas possible. Donc il y a une sorte de coup de baguette magique. En vrai, c'est pas de la magie, hein, c'est un énorme travail et beaucoup de beaucoup d'huile de coude et d'échecs. En fait, Churchill disait le succès, c'est une succession d'échecs. C'est juste une personne qui a continué et continué à échec après échec jusqu'à trouver le succès. Donc ça, faut pas l'oublier. Mais j'ai pas d'autre pouvoir magique. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Que voudrais-tu voir se réaliser dans le monde au travers de toi et au-delà de toi? C'est le changement de l'accessibilité dans l'éducation, quoi. C'est de voir comment tu peux accompagner vers un boulot et plus largement vers des opportunités et le destin que chacun souhaite pour soi-même par l'éducation, à la fois les jeunes, à la fois les personnes éloignées de l'emploi, les demandeurs d'emploi, tout au long de ta vie, en fait, parce que je pense qu'on a aussi beaucoup parlé des jeunes, mais il y a aussi les moins jeunes qui perdent leur job et ça va arriver de plus en plus fréquemment. Et malheureusement, en ce moment, avec la crise économique, c'est en train d'arriver fortement. Comment on les accompagne? Ça c'est un vrai sujet. Et puis après, j'aimerais aussi pouvoir contribuer sur la transition écologique et la crise climatique, mais pour l'instant, je n'en suis pas encore à ce. Je suis un peu trop occupé avec l'éducation. Partages-tu la vision de Jean Vanier qui a titré un de ses livres Chaque personne est une histoire sacrée? Ouais, ouais, c'est clair. C'est assez intéressant parce que tu rencontres toujours des personnes qui sont incroyables, que tu trouves incroyables, etc. Et puis, à l'inverse, des personnes, tu peux pas les piffrer. Tu sais pas pourquoi, mais elles te reviennent pas, quoi. Vraiment, tu les trouves pas des belles personnes. Elles sont méchantes, elles sont débiles, elles sont moches. Je sais pas, il y a un truc. Et, en fait, c'est vrai que quand tu prends le temps et quand tu es sincère dans ta démarche, tu t'aperçois que tout le monde a des histoires de vie quand même assez folles derrière les façades, que les façades soient jolies ou pas jolies d'ailleurs, hein. Il y a toujours des histoires assez incroyables et qui te fait parfois complètement changer d'avis sur une personne. Ouais. Le souci, c'est on s'arrête souvent au première impression et que c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens autour de nous et qu'on n'a pas forcément le temps de s'arrêter et de se raconter notre vie et notre destin à tous. Mais en tout cas, le fait de le faire avec certaines personnes, parfois, ça fait du bien quand même. Ça fait plaisir à entendre. Mais c'est vrai que les histoires de vie sont toutes absolument uniques et on a tous à apprendre de chacun. On fait un petit exercice avec mon associé. Toutes les nouvelles recrues de la société d'Open Classroom on passe une demi-journée avec elles. Donc il y a une session à peu près tous les mois ou tous les 2 mois.
Et un des moments importants, c'est qu'en fait, elles nous racontent leur histoire dans le groupe, voilà, ce qu'elles ont fait, d'où elles viennent. Elles racontent ce qu'elles veulent, du perso, du pro, du familial, du artistique, du sport. Et c'est quand même assez fou la diversité des parcours. Et puis, il y a toujours quelque chose qui te fait réfléchir et qui te dit waouh, c'est dingue. J'ai pas vécu ça et c'est assez incroyable comme expérience. Qu'est-ce que tu vis dans ta vie que tu souhaiterais voir continuer? J'ai la chance pouvoir à la fois faire un métier que j'aime, qui a de l'impact. Je gagne de l'argent avec, je peux, tu vois, faire ce que je veux à côté, vivre la vie telle que je la veux. C'est une combinaison en fait de choses où j'ai des compétences qui sont utiles, qui sont monétisables, c'est-à-dire on peut me payer pour ça, qui font le bien pour le monde, et moi qui m'éclate. Et ça, j'espère que ça va continuer parce que c'est une vraie chance. Je pense qu'il y a finalement pas tant de gens qui arrivent à trouver la combinaison de ce qu'ils aiment, là où ils sont bons, ce qui est bon pour le monde et ce qui peut faire gagner de l'argent pour pouvoir vivre. Et quand tu l'as, c'est quand même top, quoi. C'est le top du top. Et je pense que ça peut changer dans la vie parce que ton métier, il peut disparaître ou des choses comme ça. Enfin, ça peut se retourner. Donc, j'espère que ça continuera. Parce que ça, pour moi, c'est une chance qu'on l'ait trouvé avec Mathieu assez tôt, finalement, dans notre vie, de trouver très tôt bah, là où on est bon, là où ça a de l'impact, où ça nous donne envie de continuer. As-tu un défaut dont tu souffres? Oui, oui, j'en ai plein, ouais. Je suis très, très direct, trop direct, hem, trop, entre guillemets «abrupt». Et ça peut être, ça me fait pas souffrir moi-même, mais ça fait souffrir les gens qui sont autour de moi. Donc du coup, par effet de miroir, ça me rend un peu malheureux que je m'aperçois que je blesse des gens, que c'était pas mon intention nécessairement. Et justement, c'est quoi l'intention positive qui se cache derrière ce défaut d'être abrupt, trop direct et potentiellement blessé? On en a un peu parlé tout à l'heure, c'est l'histoire de sincérité. C'est l'histoire voilà, de dire les choses telles qu'elles sont, dans un but aussi de réussir à identifier en fait des choses que les personnes peuvent ne pas ne se rendent pas forcément compte ou pour les aider à progresser aussi, hein, ça est très utile dans le management, feedback constructif, si possible. Mais c'est vrai que c'est difficile de donner du bon feedback, de faire du bon feedback constructif qui est voilà, tu as fait ça, c'est pas terrible, mais voici comment l'améliorer, comment amener ce feedback entre guillemets qui est négatif d'une façon constructive. C'est pas inné, hein, franchement, je pense qu'il y a assez peu de gens qui sont bons à ça, pour être franc. Euh, mais en même temps, c'est ça qui te fait progresser, quoi. Est-ce que tu as des mentors et quel message te portent-ils? Ouais, j'en ai plusieurs en ce moment même, mais j'en ai eu aussi d'autres dans le passé. Je crois beaucoup au mentorat, ça fait partie de notre modèle pédagogique d'ailleurs, le mentorat. Quel message ils me font passer? Bah, ça dépend des phases, hein, ça dépend des problèmes, j'ai envie de te dire, mais hem, un point sur lequel, enfin, un mentor déjà, je crois qu'avant de te faire passer des messages, il te pose des questions. C'est assez intéressant, mais c'est peut-être, en te posant les bonnes questions que toi-même tu vas trouver, la solution. Parce que souvent, il te donne pas la solution telle quelle. Il est là pour t'aider, pour t'accompagner, pour que toi-même tu trouves la solution.
Après, c'est une question, encore une fois, de persistance, c'est une question de morale aussi, hein, tout simplement. C'est aussi le côté coach sportif en disant, bon, c'est un peu dur, mais tu vas y arriver, quoi. Et la tape dans l'épaule qui fait parfois plaisir. Et puis, de temps en temps, c'est aussi de dire, non, mais là, tu déconnes, quoi. En fait, tu fais n'importe quoi et d'avoir quelqu'un qui vraiment t'a confiance et dont tu accordes une importance, enfin, dont la parole a une importance assez importante pour toi. Et quand tu as une personne comme ça qui te dit là, tu déconnes, c'est pas du tout ça, là, tu es sur la mauvaise voie, vraiment, enfin, réveille-toi, quoi. Ça, c'est un message quand même important où tu te dis, bon, attends, j'aurais eu n'importe qui d'autre qui me dit ça, j'aurais dit c'est tous des cons et j'ai raison, mais quand cette personne-là me dit ça, tu te dis, bon, peut-être qu'il faut quand même se poser et réfléchir et aller souffler un peu, quoi. Ta vie est-elle un stage d'amour comme la mienne ici-bas? Ici-bas, tu as dit, à la fin. Oui, bah, ça dépend des phases, hein, pour être totalement franc. Des fois, c'est pas que de l'amour. Mais oui, je crois et je crois de plus en plus. Donc ça, c'est assez motivant, mais je crois que ça s'apprend aussi et que heu, se tu dois en prendre soin, quoi. Tu dois investir là-dedans. Tu dois le cultiver. Voilà, c'est le mot que je cherchais. Et donc ça passe par, ton comportement et c'est aussi des compétences, hein, je dirais, de cultiver des bonnes relations et cultiver l'amour. C'est aussi sur un travail sur toi-même. Je pense que toujours un peu compliqué heu, de recevoir de l'amour quand toi-même tu t'aimes pas ou tu vois des choses comme ça. Donc je pense que le travail sur toi-même est vraiment important et je trouve que plus ça va dans la vie, enfin plus moi je me trouve, de plus en plus mature et sur ces sujets-là et donc plus je suis aussi, en paix avec moi-même et du coup avec les autres. Donc c'est en ça que je pense que ça se développe. Enfin, en tout cas, c'est mon expérience. Alors, en conclusion, Pierre, faut-il tout oser demander dans la vie? Oui. Oui, oui, je pense que oui. Je pense que ça fait repousser les limites, que des fois on te dira non. Mais au pire, si on me dit non, bon bah OK, très bien, tu auras essayé. Mais des fois, on me dira oui et je pense que pour les fois où on me dit oui, ça vaut le coup d'essayer. Pourquoi as-tu accepté ma demande de témoignage? Écoute, je trouve la démarche assez intéressante. J'étais curieux de te rencontrer aussi, de comprendre, qui tu étais et pourquoi tu faisais ça. Tu me l'as expliqué, tout à l'heure et je dois te dire, j'ai pas été déçu. Merci. Donc, c'est quoi, Pierre, le plus beau risque dans la vie en un mot, s'il te plaît? De trouver le sens de sa vie. Le mien aura été de partager ce moment avec toi aujourd'hui. Merci du fond du cœur. Merci à toi.